Salam alaikum, marhaba bikoum la 7e édition du Café Arash sous le thème de la médecine travail, rôle et prérogatives. نتشرفوا باستضافة الدكتور بسام خلوف. نتشرفوا ثاني انه اليوم حيشارك معنا الخبرة تاعو في هذا لو تام. كوم توجور عندنا 45 من نص ساعة حتى 45 دقيقة عن ديبا l'intervention et après le débat بعد l'intervention. تفضل دكتور. شكرا. السلام عليكم. أزول مرة في كنت أزول مرة في الأول. Bonjour, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de me retrouver parmi vous. Chez des jeunes Denia, c'est bien. Et aujourd'hui, nous allons aborder un thème d'actualité qui intéresse toutes les entreprises, aussi bien publiques que privées. Ce thème tourne autour de la médecine du travail en général. Aujourd'hui, nous allons aborder avec vous ce thème concernant le médecin du travail. Quel est son rôle, quelles sont ses prérogatives et ses missions au sein de l'entreprise au sein de laquelle il exerce à plein temps ou bien il est conventionné. Donc, je vais essayer d'être bref, de résumer ce thème. Alors, vous avez le plan derrière moi. En introduction, il faut savoir une chose que la médecine de travail, c'est une médecine préventive et non pas curative. Donc, elle agit pour prévenir la santé physique et mentale des travailleurs. Donc, elle est exclusivement préventive. Le médecin de travail, au fond, ne soigne pas. Il est là pour prévenir certaines maladies et les risques professionnels de deux types, les accidents de travail et les maladies professionnelles, sauf en cas d'urgence, il est là pour traiter. À titre de rappel, il faut toujours s'inspirer des gens qui nous dépassent. En Europe, à un certain moment, les médecins de travail ne prescrivent pas, mais ils sont médecins avant qu'ils soient médecins de travail. Il y a la graduation et la post-graduation. Maintenant, le médecin de travail, c'est un médecin, il est habilité à prescrire. Mais son rôle principal au sein d'une entreprise, il n'est pas là pour attendre les patients, il n'est pas dans son cabinet pour faire des consultations ordinaires, il est là pour faire de la prévention, prévenir et préserver la santé physique et mentale des travailleurs et travailleuses. Donc, il assure aussi ce qu'on appelle les consultations médicales spontanées. Qu'est-ce que ça veut dire les consultations médicales spontanées? Ça veut dire que le travailleur ou bien la travailleuse a le droit de demander un avis au médecin de travail quand cette personne juge qu'elle a un problème de santé physique ou mentale ce problème relatif à son poste de travail spécifique. Le médecin de travail intervient, il l'examine, il le consulte, et si maintenant ce médecin de travail juge qu'il lui faut des examens complémentaires, des bilans, il doit l'orienter vers une spécialité, il doit le faire, il doit l'assister et l'accompagner. C'est ça ce qu'on appelle la consultation médicale spontanée. L'employeur aussi est dans son droit de demander une consultation spontanée, un avis médical sur un travailleur ou une travailleuse qui a un problème de santé. Si maintenant cette personne-là, ce travailleur, a un problème de santé et ce problème de santé gêne ce fonctionnaire dans le bon fonctionnement, l'employeur demande avis au médecin de travail sur cette personne et toutes les données sont confidentielles. Il faut rappeler aussi que l'exercice de cette médecine de travail, il y a un texte réglementaire, c'est la loi 8807 du 26 janvier 1988, cette loi relative au texte réglementaire régissant l'hygiène, la sécurité et la médecine de travail au sein des entreprises, aussi bien privées que publiques. Il n'y a aucune différence. Ça, c'est en introduction. Maintenant, nous rentrons vraiment dans le vif du sujet
Alors, les objectifs principaux du médecin de travail sont les suivants. Comme je viens de le souligner, je m'excuse de dire à l'introduction, il faut préserver la santé physique et mentale des travailleurs et travailleuses, prévenir les risques professionnels qui sont de deux types, accidents de travail et maladies professionnelles. Pour votre information, nos amis de la CNAS ont lancé une campagne de sensibilisation sur les risques professionnels, les accidents de travail et les maladies professionnelles dans plusieurs wilayas de notre pays. C'est des initiatives à encourager. Le médecin de travail doit adapter le travail à l'homme et non pas l'inverse. Lors de la visite d'embauche, on doit adapter un travail à la personne, à la nouvelle recrue et non pas l'inverse. Alors, les visites médicales d'embauche sont assurées par le médecin de travail. Le médecin de travail, il travaille directement avec le directeur des ressources humaines. Il a une organisation verticale, le directeur des ressources humaines et la direction générale. Et lors de la visite médicale d'embauche, en fonction, il y a le profil des postes et il y a aussi l'entretien qui est fait par les ressources humaines, la nouvelle recrue. Une fois qu'il est retenu sur le plan administratif, il est adressé chez le médecin de travail pour que ce dernier statue, est-ce qu'il est apte temporairement, est-ce qu'il est apte définitivement ou bien avec réserve. Donc c'est au médecin de statuer. Le médecin de travail aussi, il est là pour améliorer les conditions de travail du travailleur ou bien de la travailleuse au sein de l'entreprise ou bien du lieu de travail. Maintenant, concernant les missions du médecin de travail, je vais les résumer. Tout à l'heure, il y aura un débat. Alors, les missions sont les suivantes. Il y a premièrement la surveillance médicale du travailleur ou bien de la travailleuse. Pourquoi j'insiste, je parle au masculin ou au féminin? Parce que souvent, on oublie le personnel féminin, partie intégrante, et puis sans le personnel féminin, même l'entreprise ne peut pas avancer. Rares sont les entreprises où on trouve une parité. Je peux citer un exemple, ce n'est pas parce qu'il est là devant nous, nos amis de Vénus, laboratoire Vénus. Je suis médecin de travail chez eux, ce n'est pas de la publicité que je leur fais. C'est l'une des rares entreprises créatrices d'emplois, ils sont à presque 850 personnes. Et deuxièmement, la parité est respectée. Nous avons presque 360 femmes. Si je me trompe, il peut me corriger. C'est bien. C'est bien pour notre pays. Donc, la surveillance médicale des travailleurs et travailleuses, il y a la visite médicale d'embauche, j'en ai parlé. Il y a les visites médicales périodiques. Alors là, pour les visites médicales périodiques, elles sont généralement annuelles, mais elles peuvent être semestrielles en fonction des spécificités du travail ou bien des spécificités de l'activité de l'entreprise. Tout ce qui est agroalimentaire, c'est 2 fois par an. Tout ce qui est, par exemple, le produit chimique, c'est 2 fois par an et j'en passe. Ça veut dire qu'avant, c'était une visite annuelle. Maintenant, c'est 2 visites par an. Et ces visites, les visites semestrielles aussi, elles sont faites par le médecin de travail avec le concours des ressources humaines, mais elles sont conditionnées par quoi? On ne peut pas faire une visite médicale comme ça, simple. Ce n'est pas uniquement le stéthoscope, le tensiomètre. Le médecin de travail, on lui donne la liste des personnes et le médecin de travail prescrit des bilans à faire dans le cadre des visites médicales périodiques et qui sont à la charge de l'employeur. J'insiste, je n'ai pas inventé l'eau chaude, c'est la loi qui le dit. Toutes les visites médicales périodiques, en fonction des spécificités de l'activité de l'entreprise et des postes de travail, quelqu'un qui travaille à l'administration et quelqu'un qui travaille dans un laboratoire ou bien quelqu'un qui travaille dans un restaurant, les visites médicales, les bilans ne sont pas les mêmes. Il y a des spécificités de bilan.
l'activité où on fait de l'administration, une activité comme par exemple, je cite toujours bon exemple Vénus, c'est des produits chimiques, les bilans ne sont pas les mêmes. C'est en fonction donc des spécificités de l'activité, de la spécialité de l'entreprise et des postes de travail. Et les visites périodiques sont conditionnées au préalable par des bilans qui sont demandés par le médecin de travail et à la charge de l'employeur. Et souvent, les entreprises signent des conventions avec des laboratoires habilités pour faire ces bilans. Et ces bilans, une fois faits, le médecin de travail les récupère, il les interprète et les analyse. Et s'il trouve des anomalies, il est là pour les prendre en charge et orienter. Il y a des hommes qui ont des problèmes de prostate, il y a des femmes qui ont des problèmes thyroïdiens, des diabètes, on peut faire des découvertes fortuites. Je ne cite pas le nom de l'entreprise. On a fait des visites périodiques. Alors, toutes ces visites périodiques sont sous la responsabilité exclusive du médecin de travail, tout ce qui est médecine. Et le médecin de travail, je le répète, c'est le conseiller général en matière médicale de la direction générale. Il est là pour conseiller en matière médicale la direction générale. Et il y a des découvertes fortuites, des diabètes, des hypertendus. Alors là maintenant, les bilans, ces dernières années, même nos confrères et consoeurs en dehors de la médecine de travail, on demande la TSH pour les problèmes thyroïdiens, on le demande systématiquement comme on demande une glycémie ou autre. Les gens qui ont plus de 50 ans, on leur demande les PSA comme on demande d'autres bilans. Mais là où je veux insister, c'est la prise en charge des bilans par l'employeur. Parce qu'il y a certains employeurs qui ne sont pas tous les mêmes, heureusement. Ils n'ont pas encore cette culture. Il y a des entreprises qui n'ont même pas de médecin de travail. Comment voulez-vous avancer? On ne peut pas avancer. Et le travailleur, c'est son droit de demander à ce qu'il soit pris en charge sur le plan médical pour que l'employeur préserve sa santé physique et mentale. C'est le droit au travail, c'est le droit à la santé au travail. Voilà. Alors, donc, les visites périodiques, nous avons dit qu'elles peuvent être annuelles ou bien semestrielles en fonction des spécificités des postes de travail ou bien de la spécialité déjà de l'entreprise. Il y a aussi les visites médicales de reprise de travail. Alors là, tout accident de travail. Alors pour les accidents de travail, il y a des accidents de travail avec 0 jour. On ne donne pas d'arrêt de travail. Pourquoi? Pourquoi même à 0 jour, on le déclare? Il y a ce qu'on appelle le syndrome du lendemain. Vous avez quelqu'un qui fait une chute au milieu de travail ou bien durant le trajet, 1 heure avant ou 1 heure après, ce qu'on appelle l'accident de trajet. L'entreprise le déclare et le médecin qui le voit lui donne 0 jour. Mais il doit remplir la déclaration d'accident de travail, c'est ce qu'on appelle accident de travail avec 0 jour. Pourquoi on le déclare même 0 jour? Il y a ce qu'on appelle le syndrome du lendemain. Aujourd'hui, il n'a rien du tout. D'ici 1 mois, 2 mois, ou l'autre mois, il peut avoir quelque chose. Je peux vous citer un exemple simple. Dans une entreprise, je ne cite pas son nom, il y a un travailleur qui a fait une chute avec réception sur la tête, traumatisme crânien. Il a été évacué. Ils lui ont passé tous les examens nécessaires, y compris une IRM, une imagerie par résonance magnétique du cerveau. Il n'y avait rien. Le jour J de la consultation de l'examen, il a été même examiné par un neurochirurgien. Mais il a été déclaré accident de travail avec 0 jour. 1 mois après, il est venu me voir, il a demandé à me voir, c'est la consultation médicale spontanée, c'est son droit. Il commençait à avoir des signes neurologiques, des céphalées, c'est des maux de tête, des vertiges, des troubles visuels et commençait même à avoir des troubles de mémoire.
Donc, nous l'avons réadressé sur le neurochirurgien. Effectivement, il avait des problèmes secondaires à l'accident de travail initial. Il a été pris en charge en tant que tel. Je vous informe aussi que l'intérêt de l'accident de travail, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, si la personne a des symptômes prouvant que ces symptômes proviennent de l'ancien accident, même si cet accident de travail dure 10 ans, 15 ans, on le déclare, c'est une rechute, on le déclare accident de travail. C'est ça l'intérêt de l'accident de travail par rapport à la maladie ordinaire, ou l'intérêt de l'accident de travail. Donc, tout accident de travail, dès que la personne reprend son travail, c'est ce que nous faisons, il est là devant moi, même s'il a un jour d'arrêt de travail, le médecin de travail doit signer sa reprise de travail. Il y a une question médico-légale. Pourquoi? Parce qu'il a fait un accident de travail. Est-ce qu'il doit reprendre dans le poste initial ou non? Est-ce qu'il doit reprendre avec un aménagement de poste de travail ou bien un changement de poste de travail? Je vous cite un exemple. Dans une entreprise, je ne cite pas son nom. Cette entreprise, Fedek Al-Waqt, n'avait pas de médecin de travail. D'ailleurs, entre parenthèses, je vous cite que toute entreprise, c'est la loi, qui fait travailler plus de 9 supérieur égal à 9 personnes. C'est une obligation pour cette entreprise de contracter une convention avec un médecin de travail de son choix, soit privé ou le public. Mais elle doit contracter une convention avec un médecin de travail, systématiquement. Cette entreprise n'a pas de médecin de travail. Il y a eu un accident, il y a une nouvelle recrue. Cette nouvelle recrue a fait un examen de visite d'embauche à titre externe. Entre parenthèses, quand l'entreprise a un médecin de travail, soit recruté ou bien conventionné, tous les documents médicaux délivrés à titre externe n'ont aucune valeur juridique. Elle est là devant moi. Aucune valeur juridique. Quand l'entreprise, le médecin de travail, c'est au médecin de travail de déterminer l'aptitude ou bien l'inaptitude de travail. La responsabilité incombe au médecin de travail. Parce que je ne jette pas de la pierre, je ne casse pas du sucre sur le dos de mes confrères et consoeurs. Ils sont médecins comme je le suis, avec toutes les prescriptions abusives, vous donnez 1000 dinars, on vous signe tous les documents que vous voulez. Les arrêts de travail, alors on vous prescrit aménagement de poste de travail, changement de poste de travail. Les visites d'embauche, l'aménagement de travail et le changement de poste de travail incombent au médecin de travail. C'est à ce dernier de statuer. Mais à la seule condition que l'entreprise ait un médecin de travail. Avec Mendes, ce n'est pas possible. Quel est un médecin de travail? Donc, il y a aussi, en dehors de l'accident de travail, les longues convalescences. Ce n'est pas quelqu'un qui ramène un arrêt de travail de 4-5 jours. Le médecin de travail signe la reprise de travail. Les longues convalescences, plus de 15 jours, 20 jours, 2 mois, 3 mois, des pathologies chroniques, la personne, le travailleur, bien la travailleuse ne peut pas reprendre son travail si le médecin de travail ne lui signe pas sa reprise de travail. Est-ce qu'il doit reprendre, comme les accidents de travail, est-ce qu'il doit reprendre dans le poste initial ou bien un aménagement ou changement de poste de travail? Alors là, parfois, on confond entre un oiseau et un avion. L'aménagement de travail, le changement de poste de travail, à part. L'aménagement, il est temporaire, Yanis. Il est temporaire dans le temps. Quelqu'un qui fait une fracture, qui opère d'une hernie discale, et donc le temps qu'il se rétablisse, le médecin de travail lui signe un aménagement de travail. Il est dans son poste, mais un aménagement d'une hernie discale,
Le ministère du Travail lui signe un aménagement, proscription des efforts physiques un certain temps, il reprend son poste de travail. Mais le changement de travail, il change de profil. Il change complètement de poste de travail. Alors là, il y a une relation entre le médecin de travail et un courrier avec les ressources humaines. Et quand il change de poste de travail, il doit garder son salaire. Donc, par exemple, il est machiniste, et puis vous le mettez gardien. Gardien, mais son salaire, on ne peut pas lui changer hein? Les mêmes, sauf s'il ne veut pas y aller, à ce moment-là, c'est un problème disciplinaire. Ça, c'est la loi. C'est la loi. Et il y a aussi certains emplois, ils vous disent, il y a un problème avec les médecins de travail. Je n'ai pas de poste. Souvent, c'est des cas de figure. Alors, le médecin de travail, donc, il y a une discussion dans l'intérêt du travailleur et aussi l'intérêt aussi de l'entreprise, le médecin de travail, les ressources humaines et le travail, parce que c'est une obligation pour l'employeur de changer leur poste. C'est une obligation s'il y a maintenant une prescription. Il ne peut pas. Par exemple, je vous ai cité, je n'ai pas terminé, ils ont recruté une personne et il n'avait pas de médecin. Dans un poste, il y a ce qu'on appelle les EPI, les équipements de protection individuelle, qui sont spécifiques. Il y a des spécificités des EPI en fonction des postes de travail. Il est derrière une machine, et il faut des blouses avec scratch. Et la machine, elle lui a coupé l'avant-bras. Ça arrive déclaré, etc. 3 ans après, la personne revient pour un recrutement. Ils l'ont recruté, ils n'avaient pas encore de médecin de travail. Donc, dans une visite d'embauche, ils l'ont recruté dans le même poste. Le même accident lui a coupé l'autre bras. Oui, il s'est retrouvé dépendant totalement, oui monsieur, dépendant totalement d'une tierce personne. Pour manger, pour aller au sanitaire, etc. C'est la même personne. C'est la même personne, oui. C'est la même personne. Oui, monsieur. Vous n'avez pas de médecin dedans. Mais la CNAS a pénalisé, elle mène des enquêtes pour les accidents de travail. Elle a pénalisé l'entreprise, l'intérêt du médecin de travail. Vous savez que l'inspection de travail, quand ils viennent, les autorités, l'inspection de travail, la CNAS, DSP, les services d'hygiène, l'environnement, il y a 2 documents qu'ils demandent. Le premier document, c'est la convention avec un médecin de travail. Le deuxième document, c'est le PV d'installation de la Commission d'hygiène et de sécurité, la CPSH. Obligatoire. On va les registres légaux, les 2 conventions. La convention du médecin de travail et le PV d'installation de la commission paritaire d'hygiène et de sécurité. Donc, si vous ne les avez pas, il y a le registre des mises en demeure. Donc, le rôle du médecin de travail, il est là à la reprise de travail, pour les accidents de travail, même pour un jour, et pour les maladies de longue convalescence, pour voir est-ce que ce patient, le travailleuse, il le reprend dans le poste initial ou non, avec un aménagement ou non, ou bien avec un changement ou non. Le changement pour revenir à votre question, tout à l'heure on va débattre, le changement de poste de travail, il y a des difficultés énormes. Parce que si maintenant il n'a pas de poste à offrir, pour cette personne-là, donc ils vont l'affecter dans un poste qui ne lui convient pas. Donc tout le monde est perdant. Et il y a des difficultés. Il faut trouver une solution. Tout problème posé a une solution. D'après votre expérience, quelles sont les solutions que vous proposez? Personnellement,
Je travaille toujours dans le sens de l'intérêt du travailleur-travailleuse. Vous savez que le médecin de travail, il est souverain dans ses décisions parce qu'il y a l'intérêt. À la seule condition qu'il y ait un transfert positif avec l'employeur. Ça veut dire que l'employeur, il écoute le médecin de travail, il y a un transfert positif. Nous avons 850, je suis médecin de travail à Vénus, nous avons 850 personnes. Le PDG, il n'a jamais contredit une décision médicale. Même si on doit, entre guillemets, créer un poste. Mais quand vous avez un employeur de ce type, instruit, cultivé, et qui applique à la lettre les textes réglementaires, vous ne pouvez qu'avancer. Et qui est gagnant dans tout ça? Le travailleur et l'entreprise. Mais pourquoi la CNAS ne le prend pas en charge? Parce Non, que là, si on doit accepter c'est pas la même chose. de créer un nouveau poste, là on est Non. dans un discours de socialisme entre parenthèses, on n'est pas dans un discours d'économie. Non, vous confondez, je m'excuse. La CNAS vous prend en charge quand vous êtes malade, la convalescence. Tout ce qui est post-amené, ce n'est pas la CNAS, ce n'est pas le rôle de la CNAS. La CNAS, quand vous êtes malade, vous êtes sous l'autorité exclusive de la CNAS, pas de l'entreprise. La CNAS, elle est là pour vous prendre en charge vos médicaments, vos hospitalisations, etc. Mais tout ce qui est organisation interne pour le poste, elle est là. Par contre, votre question, le patient, le travailleur et les patients, si maintenant on ne répond pas à sa doléance, et une réponse négative, on ne trouve pas de poste de travail, etc., il peut se plaindre auprès de l'inspection du travail. Ça, c'est autre chose. Même si l'inspection du travail, mais à la CNAS, dépend du même ministère. C'est le ministère du Travail. Mais la CNAS, c'est à l'inspection du travail qui est habilitée à prendre des mesures coercitives. La coercition, ce n'est pas la CNAS. La coercition, c'est l'inspection du travail. Et l'inspection de même que l'inspection du travail. L'inspection du travail essaie toujours de régler le problème à l'amiable entre les ressources humaines et le plaignant, bien la plaignante. Si on ne trouve pas de solution, il faut toujours poser le problème et le traiter à la seule condition que le médecin de travail soit psychologique, il s'impose. Il dit du côté du travail, essayez de trouver une solution. Mais quand on pose le problème, je vous assure, il y a toujours, quand on le pose, on trouve toujours une solution. Il y a toujours une partie qui est résolue. À la seule condition d'écouter les deux parties. Voilà. Donc, il y a aussi la reprise de travail pour la maternité, pour les femmes qui accouchent après 98 jours. Donc, il y a d'autres lois encore, ils disent 2 mois. Et donc, à la reprise, après son congé de maternité, le médecin de travail doit signer sa reprise dans le poste initial, parce qu'il y a des femmes qui peuvent avoir des problèmes lors de l'accouchement, etc., une maternité difficile. Alors, pour les visites médicales spontanées, nous avons parlé. C'est le dépistage des risques professionnels. Les risques professionnels, pour en résumer, sont de 2 types. Il y a les accidents de travail et les maladies professionnelles. Alors, pour éviter tous ces risques, le risque zéro n'existe pas. Il y a la formation, la sensibilisation et la contribution du HSE, du responsable de l'hygiène et sécurité, et de la CPHS, la Commission paritaire d'hygiène et sécurité. Alors, la CPSH travaille en étroite collaboration avec le médecin de travail par la sensibilisation sur les accidents de travail. Et les accidents de travail, souvent, c'est quoi? L'employeur aussi a une part de responsabilité. Les conditions de travail. Deuxièmement, les EPI, il faut donner une tenue de travail adéquate. C'est une obligation. Et les tenues de travail sont spécifiques en fonction
des postes de travail, il y a des tenues de travail été et hiver. Voilà. Il y a aussi les troubles musculo-squelettiques. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Vous savez qu'à l'étranger actuellement, les troubles musculo-squelettiques, on prend actuellement en charge les maladies professionnelles en Algérie que les tendinites, les inflammations des tendons qui tiennent comme les articulations, ça globalement. Les tendinites sont prises en charge. Mais le reste, tout ce qui est troubles musculo-squelettiques, par exemple des mains, il y a des personnes, souvent c'est les femmes qui font ce travail-là, de conditionnement. Dernièrement, on a pris une femme, ils font le conditionnement, les bouchons, en une journée, de 8 heures jusqu'à 5 heures, elle peut faire de 2000 à 3000 gestes de remplir. Imaginez une journée, 2, 3, 4, à la fin, il y a des douleurs musculaires. Les mains, c'est des articulations, c'est plein. Ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques. À l'étranger, maintenant, c'est pris en charge comme maladie professionnelle. Chez nous, il n'y a que les tendinites qui sont prises en charge parce que les maladies professionnelles, il y a 85 tableaux en Algérie, autour de 30 maladies professionnelles. Et il y a aussi pour les risques, il y a des risques respiratoires, il y a des risques auditifs. Alors, les risques auditifs, c'est le HSE, il a un sonomètre, il calcule. Au-delà de 80 décibels, il faut le faire comme les audiogrammes. Mais il faut voir aussi l'étiologie méningale. Maintenant, la machine, elle est déclassée, elle fait beaucoup de bruit, etc. Le HSE, avec le concours du médecin de travail, c'est le volet médical. Le HSE, c'est le volet hygiène et sécurité. Il y a un rapport qui est adressé au directeur général pour le conseiller et prendre toutes les mesures nécessaires. L'inspection de travail, quand ils viennent, ils calculent aussi la sonométrie. Vous savez que autour de 85 décibels, c'est l'équivalent d'un marteau-piqueur. Imaginez une fois, 2 fois, 3 fois, du matin au soir, l'audition qui peut prendre un coup et une baisse de l'acuité visuelle. Les entreprises qui sont bien organisées, ils ont même un audiogramme. Un audiogramme, nous avons acheté un audiogramme. D'ailleurs, il y a une note du journal officiel concernant les moyens humains et matériels que l'entreprise doit mettre à la disposition du médecin de travail pour mener à bien, le texte à bien sa tâche. Il y a aussi donc les risques aussi visuels. Visuels, il y a certaines activités qui peuvent agir sur la vision de l'individu. Donc, tous ces risques-là, c'est au médecin de travail d'agir pour éventuellement les prévenir. Il y a aussi les risques psychosociaux. Alors là, il y a un thème. En France, quand je dis en France, ça veut dire en Europe, quoique, ils ont un cerveau, nous avons un cerveau. C'est l'application, c'est tout. C'est le stress au milieu du travail, c'est ce qu'on appelle le burn-out, le syndrome d'épuisement. Alors, le burn-out, il peut venir soit d'un travail difficile, il peut provenir des décisions d'un responsable qui fait travailler plus que l'on faut la personne. Peut venir ce burn-out, le syndrome d'épuisement, d'un transfert négatif avec son responsable hiérarchique, d'un harcèlement moral, pour ne pas parler d'autres choses, etc. Ça veut dire que la personne, quand elle vient travailler, pour elle, c'est une punition. Une fois, 2 fois, 3 fois, elle lâche prise, elle devient incompétente, ne peut pas se concentrer. Ça se répercute sur sa vie de tous les jours, ça se répercute sur sa vie conjugale, sa vie familiale, et fait boule de neige. Boule de neige. Il y a eu un cas en France. C'est pour cela que le burn-out, c'est maintenant une maladie professionnelle.
il y a les étrangers, ils les font travailler les week-ends. C'est une réanimatrice d'origine étrangère. Ils خدموها غير les week-ends. À un certain moment, ça y est, c'est l'usure, c'est la fatigue générale, la saignée générale. Elle a demandé un aménagement. Ils ont refusé, elle s'est suicidée. Ah oui, parfois le burn-out peut mener à se suicider. Et c'est de là où la société de médecine de travail s'est intéressée à ce cas-là. Et voilà, ils ont revu et réétudié le syndrome de burn-out. Mais il faut le prouver aussi. Qui doit le prouver? C'est le médecin de travail. La santé mentale, exactement. D'ailleurs, on n'appelle plus psychiatrie. Le terme psychiatre a une connotation, on appelle la santé mentale. D'ailleurs, on dit plus le psychiatre, on dit spécialiste en santé mentale. Santé mentale, le cerveau, c'est comme l'œil, c'est comme le cœur, c'est comme dans l'estomac. Voilà. Et l'autre volet aussi du médecin de travail, c'est la prévention des risques professionnels. Alors, cette prévention, c'est l'identification et l'évaluation des risques. Il y a des risques chimiques, il y a des risques biologiques, il y a des risques physiques, le bruit, la vibration et la chaleur. Et il y a l'ergonomie. Alors, l'ergonomie au travail, maintenant, une personne, quand on lui donne, par exemple, elle est derrière une machine, on lui donne une chaise. Cette chaise n'est pas ergonomique, donc ça regarde. Et puis, donc, c'est ce qu'on appelle l'ergonomie au travail. Il faut mettre à l'aise la personne physiquement et mentalement. C'est ça ce qu'on appelle l'ergonomie au travail. Là aussi, l'hygiène et sécurité, l'ingénieur d'hygiène et sécurité a un rôle à jouer dans ce sens. Et la commission paritaire d'hygiène et sécurité aussi peut provoquer une réunion et faire des propositions à la direction générale pour y remédier. Il y a aussi la proposition des mesures de prévention. Alors, je vais vous aborder un sujet. Vous savez qu'il y a des entreprises qui entreprennent des travaux de maçonnerie, des travaux d'électricité, des travaux quelconques. Il y a une entreprise étrangère qui vient faire des travaux. Là, il faut que les médecins de travail informent plutôt les médecins de travail sur cette convention entre les deux parties. Pourquoi? Les personnes qui viennent sur le plan médical sont sous la responsabilité de l'entreprise. Il sera un accident, c'est à l'entreprise de le prendre en charge. Et l'entreprise doit sécuriser le périmètre de travail. Il y a un document, c'est les ressources humaines qui le délivrent, ce qu'on appelle le permis au travail. Le permis au travail, ce n'est pas l'inspection de travail. On délivre le permis à cette entreprise, elle est autorisée à faire ces travaux de telle date à telle date et il est sécurisé. Rares sont les entreprises. Zit, vous savez que les entreprises qui ont un service de maintenance, l'audit externe, le premier document qu'ils ont demandé, c'est les certificats médicaux d'aptitude qui sont spécifiques aux gens qui font de la maintenance, parce qu'ils ont une formation, ce qu'on appelle le certificat médical d'habilitation à exercer la fonction pour laquelle ils ont été formés. Ils peuvent intervenir en hauteur, comme ils peuvent intervenir quand il y a un problème d'inondation, bien d'électrocution, etc. Même leur examen, les bilans, ils sont spécifiques. Les certificats médicaux sont spécifiques. Ils ont demandé, leur visite et l'étape elle est spécifique. Et il y a aussi surtout les EPI. Alors les équipements de protection individuelle, il y a des entreprises où Inès travaille avec une tenue extravagante. Ni souliers, ni lunettes de protection, ni casque, ni
comment voulez-vous protéger et préserver la santé de ce travailleur ou bien cette travailleuse? Ce n'est pas que le travailleur ne veut pas la mettre, c'est que l'employeur n'y croit pas, il ne lui achète pas, etc. Donc, un ayat, c'est le médecin de travail intervient, s'ils ont déjà un médecin de travail, le HSE et l'inspection quand ils viennent, ils tapent fort. C'est la mise en demeure. S'il y a un médecin de travail, je suis persuadé qu'il ne va pas laisser les choses, s'il fait correctement son travail, il ne travaille pas pour plaire à l'employeur, il fait son travail correctement. Il ne peut pas travailler dans des conditions qui m'indiquent au détriment d'un travail, bien d'une travailleuse. Alors, il y a aussi le médecin de travail doit participer, la participation à l'amélioration de l'ergonomie des postes. Il est là pour conseiller quel type d'ergonomie, comment il faut faire, conseiller la direction générale, mais toujours avec le concours du service d'hygiène et de sécurité. Et il doit contribuer aussi ce qu'on appelle au plan de prévention et de sécurité, toujours avec le HSE et la CPSH. Alors, dans les entreprises, il faut qu'il y ait un plan de masse, un plan de circulation à afficher. Il faut afficher le règlement intérieur du plexiglas en langue arabe ou en langue française, même en langue arabe. Il faut faire un plan de circulation, à droite, à gauche, etc. La circulation des véhicules, la circulation des personnes, le plan de masse de l'entreprise, le point de rassemblement. Une inondation, etc., la sonnette, ce n'est pas l'anarchie. Il y a un point de rassemblement. Et le plan de circulation qui doivent être affichés, et ça, c'est le rôle du service d'hygiène et de sécurité, le rôle du HSE. Alors, les actions maintenant au milieu du travail. On va les résumer, toujours du médecin de travail. Si les visites des lieux de travail, le médecin descend dans des ateliers régulièrement. Il y a un registre qui doit être tenu lors de ces visites s'il constate des anomalies concernant l'ergonomie, la sonométrie, la climatisation, le chaud et le froid, l'ambiance de travail, les conditions de travail, l'éclairage. Il doit faire le point. S'il constate quelque chose avec le HSE, ils doivent interpeller la direction générale. Il y a aussi l'étude des postes avec les ressources humaines. Les ressources humaines sont habilitées à prendre ce plan administratif lors du recrutement, mais si maintenant cette personne, on a dit qu'il faut adapter le travail à la personne, si ce travail ne lui convient pas, c'est au médecin de travail, avec un écrit, il ne faut pas que les choses se fassent véritablement, mais les ressources humaines, changer. Il nous arrive, un jour nous avons reçu une personne, il n'y a pas de sous-métier, il y a de sortes de gens. La personne, Mara, تاكل خبزة تاعها كيما ناكلوها كامل تخدم agent d'hygiène. Alors il y a un terme, personnellement, je ne l'aime pas, la femme de ménage. C'est un terme colonial, c'était le 5 juillet 1962. On l'appelle agent de nettoyage ou bien agent d'hygiène. Et des femme de ménage, c'est à proscrire. C'est un travail comme un autre. تخدم الخدمة تاعها بالنيف وشرف, on l'appelle agent d'hygiène. المرأة جات بعثوها لي pour une visite d'embauche. Quand je l'ai interrogée, elle avait un bon niveau culturel et d'instruction. L'instruction, des problèmes familiaux, ça c'est sa vie privée, etc. جات تخدم. Donc, وعلاش ما نديروهاش ailleurs? Sur place, avant que vous n'arriviez. J'ai appelé le patron, le PDG, elle a un très bon niveau. On peut la placer quelque part parce qu'on en a besoin. Il l'a reçu, il lui a changé de poste sur place.
sur une place. C'est ça. Ça veut dire que les études de poste de travail avec les ressources humaines et le médecin, il ne faut pas qu'il soit uniquement technique et prégrère tout ce qui était technique. Il fait un peu de social, etc. Il écoute. Nous sommes en Algérie, c'est la société. Alors, il doit participer aussi aux enquêtes sur tout ça concernant les accidents de travail. Tout accident de travail, il y a la déclaration qui est faite. Attention, les accidents de travail doivent être déclarés dans les 48 heures. Au-delà, on est pénalisé. Il y a la déclaration administrative en cas exemplaire avec l'enquête, les témoins, etc. Il faut toujours parler conditionnel. Quand vous remplissez, ne dites jamais, il ne faut jamais parler au président. Au conditionnel. Il déclare ou bien elle déclare. Déclare. Et puis, il faut déterminer la responsabilité. Qui est responsable de l'accident de travail? Est-ce que c'est le travailleur ou bien la travailleuse? Ou bien c'est l'employeur qui n'a pas mis tous les moyens? Et c'est l'enquête qui est faite par le médecin de travail avec le concours des ressources humaines dans l'intérêt du travail. Parce que la CNAS, c'est elle qui paye. Si maintenant la faute incombe à l'entreprise, je ne paye pas. J'ai dit l'enquête, l'entreprise n'a pas mis tous les moyens pour éviter cet accident. Cet accident, donc il faut bien remplir et mener l'enquête, parce qu'il y a l'enquête administrative pour déclarer l'accident de travail, il y a l'enquête qui est menée par le HSE, l'hygiène et sécurité de l'entreprise, et le médecin de travail pour déterminer la responsabilité et les causes exactes et prendre toutes les mesures nécessaires. Voilà. Et il doit aussi participer à la contribution et à la rédaction des documents de l'évaluation des risques. Le médecin de travail, il établit des rapports qui sont confidentiels, qu'il doit adresser à la direction. Il a une chance, les diagnostics, il ne doit pas divulguer les diagnostics qui sont confidentiels. Il y a des dossiers personnes qui sont confidentiels. C'est le dossier individuel, il est médecin de travail confidentiel. Nul n'a le droit de le consulter, sauf le procureur de la République, sur réquisition s'il y a un problème, c'est exceptionnel. À ne pas confondre avec la fiche médicale individuelle, toutes les données sont c'est administratif, pour la direction générale, dossier, c'est ce document-là que l'inspection de travail va demander. C'est la fiche d'aptitude ou quoi? D'aptitude, oui, individuelle. Il n'y a que la mention apte ou absent militaire? Apte, inapte, apte avec ses réserves, plus les coordonnées, le nom, prénom, la date de naissance, etc., la profession, le poste de travail et la date de visite. Ou qu'il y a visite d'embauche, ou la périodique, visite de reprise, ou bien habilitation qui m'occupe, les durées de la maintenance. Monsieur, s'il vous plaît, l'habilitation, tu parles de l'habilitation électrique, l'habilitation... Oui, il y a. Il faut une formation, pas le métier. Ah oui, non, en fonction de la formation, leader. D'accord. Qui donne une formation, il est apte. Parce que par exemple, même la formation chimique, il y a même un rapport de la... Ah oui, absolument. Il y a un badge, il est renouvelable, avec les signé par les ressources humaines, il est renouvelable chaque année. D'accord. C'est ça l'habilitation. Et qui dit l'audit externe, ils vont vous demander, ce n'est pas un certificat ordinaire. Il y a l'habilitation où les médecins de travail, ils sont aptes pour la formation reçue, etc. Et intervenir, quand les gens qui interviennent en hauteur. Vous savez, tous les travaux en hauteur, il faut sécuriser et déclarer les personnes. Imaginez qu'il y a un problème d'ORL, de vertige. Mais je suis voilà. Et le médecin de travail aussi, nous l'avons dit, c'est le conseiller technique
conseiller général en matière médicale de la direction générale. Tout ce qui est inhérent à la santé des travailleurs, à la médecine, ça relève exclusivement du médecin de travail, à la seule condition qu'il y ait un transfert positif. Sinon, il vaut mieux voilà. Alors, le médecin de travail aussi intervient dans... Alors, il y a l'information et l'éducation sanitaire. Il est là pour faire un peu de la sensibilisation et même faire des exposés, par exemple, comment le secourisme, conduite à tenir devant, par exemple, un blessé, ce qu'on appelle la position latérale de sécurité. Il y a aussi des exercices de simulation que l'entreprise organise avec le concours de l'hygiène de sécurité. Le médecin de travail aussi participe. Souvent, on le fait avec nos amis de la protection civile, comment éteindre un feu, comment transporter un blessé, et ainsi de suite. Lutte contre le tabagisme. Alors là, le tabagisme, c'est une catastrophe. Je vous cite un exemple. C'est une société qui est juste à côté. À cause d'une erreur, d'une bêtise, avec tous les respects que je vous dois, je m'excuse de ce superlatif. Que nous déroulent les travaux d'étanchéité de cette entreprise. Il y a un monsieur, un donneur, qui l'usine a 270 milliards. Tabagisme. Alors, moi personnellement, je m'excuse de dire, je ne suis pas de l'hypertrophie du moi. Là où j'exerce en qualité de médecin de travail, je dis toujours à l'employeur, les habits qui là mais il y a certains postes de travail, les je ne le recrute pas. Parce que c'est une addiction. C'est une drogue. اللي يجي له نفح هذيك باش يتكيف يروح لي سانيتير je m'excuse du terme c'est يتكيف parce que il est addict. C'est une catastrophe, c'est bien pour la santé que santé, bien pour autre chose, et aussi le fumoir, même qui dirait un fumoir, etc. يتكيف تكيف من غير بتخبيه يروح يتكيف. Donc on lutte aussi contre ce tabagisme, ne serait-ce que pour la santé physique et mentale des hommes. Vous savez, le tabagisme, même les femmes, quand elles sont enceintes, quand elles fument, l'enfant, quand il naît, il a 300 à 350 grammes de moins que la femme qui ne fume pas. Sans compter maintenant les avortements, etc. Le tabagisme, Karida, c'est le monstre. Bnini Djouz, il est à proscrire. Alors, il y a un phénomène nouveau ces derniers temps, même au niveau de nos écoles malheureusement, la consommation de la drogue, la toxicomanie, on les trouve même dans les entreprises. Dans les entreprises, actuellement, il y a une loi, il y a un règlement, on peut même demander, avant la visite d'embauche, des bilans, est-ce que cette personne consomme ou non, mais il y a un souci. Le souci est le suivant. Quel type de drogue? On ne peut pas demander à la femme. Les gens qui consomment des psychotropes, ce n'est pas la même chose. Qu'il y a la drogue douce, la drogue quoique douce et dure, c'est un terme impropre. Quels sont les bilans? Et en plus, il y a la confidentialité. Imaginez, vous faites un bilan, le واحد يقول لك أنا ما عنديش, pourquoi vous m'avez étiqueté de toxicomane. Les choses doivent se faire dans la confidentialité, mais il y a un texte qui va venir maintenant. Alors là, pour les sportifs, pour les nouvelles recrues, on le demande. Mais, oui, mais c'est ça ce que je vous dis. Exactement, c'est ce que je vous dis. Je suis en même temps, je m'excuse, je suis médecin sportif, donc on demande pour la délivrance de licence, on leur demande les bilans faire. Maintenant, quels sont les laboratoires qui sont habilités à prendre? Quels sont les paramètres à prendre pour
le laboratoire. Exactement, mais quel type quel type كان واحد pour moi le tabac c'est une drogue. Comme vient de le dire le monsieur, c'est des comprimés, c'est des psychotropes. كان هذاك اللي يعطوا لها تشوتشنا. C'est quoi تشوتشنا؟ تشوتشنا le terme déjà fait peur. تشوتشنا l'héroïne ils utilisent du tramadol, le tramadol هذا pourquoi maintenant il y a une loi, le ministère de la Santé, il y a certains médicaments, on ne peut pas vous les donner avec une pièce d'identité qui met le tramadol parce qu'il contient un peu de morphine. Ils utilisent le tramadol, la morphine, ils utilisent l'ascent, l'héroïne, ils diront, etc. Ils diront, je crois, le tamar soit parfois ils doivent une injection directe du banane. Et dès que vous prenez cette drogue-là, alors là, nous sommes des minuscules. Et il y a deux hormones de joie, la dopamine, etc. Et au fur et à mesure, il y a une exigence. Zid. Et quand on est addict, يقتل يسرق الدم تاع يماه ولا تاع النار etc. Et pour subvenir pour parce qu'il ne peut pas rester sans compter maintenant le sida parce que souvent il se pique d'une seringue le sida, HIV et l'hépatite B. Hein? Chaque société demande des analyses de drogue. Oui. Est-ce qu'on y les sociétés? Pourquoi? Parce que je viens de le dire le monsieur, l'application est difficile. Hein? Un vide juridique. Il y a un vide juridique. Donc, moi, j'applique. Non, mais le texte existe. Mais le texte d'application qui va venir, c'est ce texte-là que nous entendons. Pour déterminer les conditions comment l'appliquer? Comment l'appliquer? Est-ce que comme consommateur, est-ce qu'on reflète ou pas? Oui, bien sûr. Ça veut dire que c'est la même chose. Quand vous demandez un bilan, vous ajoutez هذاك. Qui est composé par exemple? Ah, on ne le recrute pas. Bien sûr. La drogue, ça quel type de drogue? Oui, mais c'est une toxicomane, un drogue X ou Y, on ne le prend pas parce qu'oualash, tout d'abord il ne peut pas travailler. Et deuxièmement, surtout qu'il peut être un dealer, il peut maintenant influencer d'autres, bien sûr. Voilà. Mais généralement, les analyses on lui diront غير في محل باسبور. En Algérie, ما نقدرش نشوفوا كامل هاد واش قلت لك قبيله maintenant quels sont les laboratoires? Il y aura deux laboratoires, يجيبوا des réactifs. Alors, et puis alors, je vais faire un peu vite باش نخليكم le débat. Il y a la traçabilité et le suivi. Alors, la traçabilité et le suivi, c'est les dossiers. Il y a les registres légaux, il y a le registre d'accident de travail, il y a le registre médecine de travail, hygiène et sécurité, qui doivent être tenus à jour. La CPSH, elle se réunit tous les 3 mois. S'il n'y a rien du tout, les 3 mois, quand il s'agit de l'entreprise mère, quand il s'agit d'une unité rattachée, c'est tous les mois. Tous les mois. Et le secrétaire, c'est le HSE, le médecin de travail y insiste sur invitation. Anna personnellement, c'est le conseiller. Anna personnellement, j'assiste à toutes les réunions. Voilà. Et les registres doivent être tenus à jour. Il y a le PV qui est porté sur le registre et le PV à part, avec une fiche de présence. Et la CPSH, elle a une durée de validité de 3 ans. Mais chaque fois qu'un membre les corrige, il faut la recomposer. Et ils sont tenus, les membres, par la confidentialité. Ils doivent signer sur la confidentialité. Ils ne vont pas divulguer la charte. Et tous les membres, ils ont les mêmes rôles et les mêmes prérogatives. Mais souvent, les commissions, les membres, ils sont là à faire de la figuration. Parce qu'ils ne connaissent pas leur rôle et leurs prérogatives. Ils ont tous les mêmes rôles, les mêmes prérogatives. N'importe qui, parmi les membres, peut provoquer une réunion s'il constate une anomalie ou bien un danger
pour l'entreprise, il doit provoquer en urgence la réunion. On n'attend pas 3 mois pour faire une réunion s'il y a un danger signalé. On ne peut pas attendre, il faut provoquer la réunion immédiatement. Le médecin de travail aussi est habilité. La CPHH, elle est paritaire, commission paritaire d'hygiène et sécurité, 50% travailleurs, 50% employeurs, qui sont choisis par la direction générale en fonction de leur sagesse. Ce n'est pas comme le CP. Le comité de participation, c'est les élections. Qui met le vote? Qui met la mairie? Donc c'est à part. La CPHH sont désignés, il y a un PV d'installation par la direction, mais avec un PV d'installation. Voilà. Par contre, les entreprises qui ont moins de 9 personnes, au lieu de recruter un HSE, peuvent désigner un chargé à l'hygiène et sécurité avec une décision de un délégué, voilà, absolument. Alors, les prérogatives, je vais les résumer, du médecin de travail. Alors, indépendance professionnelle ne dépend ni de l'employeur ni du salarié dans ses décisions médicales. Il est souverain. Souverain dans ses décisions, mais il faut qu'il soit juste. Alors, et il est souverain dans ses avis, les avis médicaux, ses avis qui sont souverains. Il est tenu par le secret professionnel, le secret médical. D'ailleurs, ces derniers temps, la plupart des entreprises font des formations sur la confidentialité des données à caractère personnel. Nous, à Venus, nous l'avons fait durant une semaine. Voilà. Alors, le pouvoir décisionnel aussi du médecin de travail, c'est à lui de définir l'aptitude lors de la visite d'embauche. Alors, il peut, par un rapport avec le concours des ressources humaines, par exemple une personne récidiviste en arrêt de travail, justifiée ou non, qui empoisonne la vie à l'employeur. Je prends une personne qui est machiniste derrière une machine, arrêt de travail sur une scène où la machine ne marche pas. Donc, l'entreprise est dans son droit de recruter. Comment on va faire pour la personne avec les arrêts à travail et répétition? Il y a 5 cas de licenciement. Quand on parle de licenciement, il vaut mieux ne pas y aller. Licencié, etc. Souvent, on fait un peu de social. Mais la situation est telle qu'il faut prendre une décision. Une personne récidiviste en arrêt de travail qui gêne le bon fonctionnement, qui va dans le sens d'un dysfonctionnement du service, c'est un cas de licenciement. Mais il faut le prouver aussi. Malgré qu'il a des arrêts. Non, c'est à répétition. Bien sûr. Même, oui, monsieur. Alors, imaginez quelqu'un. Vous prouvez que c'est des arrêts de complaisance. Non, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement. Il ne peut pas. Alors, vous êtes employeur. Employeur. Il y a une machine. Il y a un travailleur, en 6 mois, il y a 4 arrêts de travail de 15 jours. 10. Alors, la machine qui va de là. Vous n'allez pas recruter. Il y a, vous savez, c'est aussi bien un code de travail. Les cas de licenciement, vous les appliquez. Quand une personne, travailleuse ou travailleuse, récidiviste en arrêt de travail, justifié ou non? Justifié ou non? Ou non, oui monsieur. Ou non, mais toujours ajouter le superlatif dysfonctionnement du service, qui gêne le bon fonctionnement du service. Vous faites un rapport, vous l'adressez à l'inspection du travail avant. Mais c'est d'abord qu'une décision. Le médecin de travail, bien sûr, le médecin de travail. Alors, le médecin de travail n'assiste pas aux commissions de discipline. Vous avez le texte, monsieur? Vous savez, il y a le code du travail. Je n'ai pas le code du travail. Mais qu'est-ce que le code du travail et le règlement intérieur? Parce que souvent, on a les cas. Oui, monsieur. C'est des. Oui.
aller médical. Non, non, chauffe. Dès que vous vous trouvez devant un cas de figure, aussi simple, 1 plus 1 égale 2, il y a les ressources humaines, le dossier, vous demandez, vous partez toujours, il y a à la CNAS, est-ce que l'employeur, par le biais des ressources humaines, est habilité à demander des informations sur la maladie et sur les arrêts de travail. Est-ce que ces arrêts de travail sont pris en charge par la CNAS ou non? Parce que souvent, vous savez que avec le HANA, ce n'est pas un accord définitif, c'est une boîte aux lettres. C'est une plateforme. Non? C'est une bonne. Vous avez le droit, vous avez le droit de demander un contrôle à domicile, par écrit. Vous avez le droit de demander des informations sur la personne handicapée. Non, non. C'est l'employeur qui le demande. Et maintenant, si cette personne vous empoisonne la vie, je m'excuse du terme, des arrêts de travail à répétition, etc., vous faites un écrit et vous partez voir l'inspection de travail, quelles sont les mesures à prendre. Ils vont vous conseiller. Parce que la culture, dès qu'on dit inspection de travail, on pense toujours à la coercition. Non, ils sont là pour nous orienter. C'est bien. La CNAS, DSP, ce sont des collaborateurs. Ils vous orientent. Et souvent, il faut devancer les choses avant que le travailleur ne parte déposer une plainte. Et le problème est réglé. On a eu un cas dans une entreprise à Alger. Une travailleuse, ce n'est pas parce que c'est une femme, c'est peut-être une femme ou bien un homme. En une année, elle a fait le nomadisme médical, elle a sauté comme les spécialités, l'endocrino, gastro, pneumo, elle s'est retrouvée en neurologie, ophtalmo, etc. Chaque fois, elle a travaillé 10 jours, 15 jours, etc. Et cette personne, c'est le commercial, wahda. Donc, l'employeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il a fait un courrier, il m'a conseillé, etc. Tous les arrêts de travail, etc. Vous faites un courrier et dysfonctionnement du cerveau, du service. Par ces arrêts de travail. Ah voilà, l'inspection de travail. Alors, les gens comme ils font, tant que la personne est en arrêt de travail, on n'a pas le droit de prendre une décision. Alors, comme ils font certaines personnes, ils trouvent comme maladie longue durée. Alors, congé longue durée, maladie longue durée. Il est en congé longue durée, vous n'avez pas le droit de prendre une décision tant qu'il y a moins ils prennent une journée pour prendre une décision. Mais entre-temps, vous faites un courrier. Vous avez de préférence, c'est le DRH qui se déplace ou bien son représentant, et par au niveau de l'inspection de travail, à le dossier, qu'est-ce que vous me conseillez? Il y a toujours une solution. Ou cette personne, habsouha. Ils sont vivants. Bien sûr. Bien sûr. Elle gêne le service. On ne peut pas continuer, ce n'est pas possible. Voilà. Mais c'est des cas de figure. Alors, donc les informations médicales ne sont jamais communiquer à l'employeur concernant maintenant tout ce qui est maladie, etc. Et seules les conditions d'aptitude qui sont transmises à l'employeur. Quand on dit l'employeur, le médecin de travail travaille souvent avec le DRH. Alors, il y a les pouvoirs décisionnels du médecin, déclaration d'aptitude, d'aptitude et l'inaptitude professionnelle. Alors, quand il est inapte, il est inapte, souvent, les gens ils disent pourquoi vous m'avez mis inapte? Il est inapte pour le poste de travail, donc il n'est pas inapte au travail. Par exemple, le chauffeur ne porte pas les lunettes. Bon, il est inapte en tant que chauffeur, mais il peut faire. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un واحد قدامي. Il pèse 170 kilos.
Je dis bien 170. C'est une obésité maladie. L'IMC تاعو il ne peut pas faire agent polyvalent. باش يرفد حاجة لازم 2 heures باش ينوض. Mais il est inapte pour le poste هذاك. Il peut faire de l'administration, etc. Mais pour le poste هذاك ما يقدرش. On doit lui expliquer, etc. Donc c'est ça le. كاين وين جاونا سمانة هادي واحد il vient de faire une intervention même pas une semaine donc il est déjà en convalescence, il est inapte temporairement donc au bout de parce que déjà il faut قال لك انا ما نرفدش كيف هذا ما ترفدش donc il n'a pas commencé dès que tu as le poste aménagé, c'est pas possible. C'est ça le rôle du médecin de travail. Donc, on l'a mis inapte temporairement au bout de 3 mois. Si maintenant il y a un poste à pourvoir, on peut le prendre, sinon c'est la décision du médecin de travail. Alors, il est là aussi, il peut proposer un aménagement ou bien un changement de poste de travail ou bien un reclassement. Le reclassement, tel que je vous ai dit tout à l'heure, la femme agent d'hygiène, agent d'hygiène, elle s'est retrouvée dans l'administration. C'est ce qu'on appelle le reclassement sur orientation du médecin de travail. Et il y a aussi ce qu'on appelle le droit à l'alerte. C'est quoi le droit à l'alerte? Alerter l'employeur en cas de danger grave, etc., avec le concours de la CPSH. Alors, je vais dans 5 minutes, comme le débat, la place du médecin de travail dans l'entreprise. Alors, il est membre de l'équipe pluridisciplinaire d'hygiène et sécurité, nous en avons parlé. Il y a aussi l'interface entre le salarié, l'employeur et l'organisme de sécurité sociale, un transfert positif. Il doit avoir de bonnes relations avec les autorités compétentes, la CNAS, la DSP, ce sont nos amis, et avec les structures sanitaires avoisinantes. Alors, le cadre réglementaire du médecin de travail indique, c'est la loi 88 du 26 janvier, c'est la loi qui régit les textes réglementaires en matière d'hygiène et sécurité et de médecine de travail. Alors, il y a aussi l'employeur, il a des obligations. Il doit mettre en place un service de médecine de travail, mais il y a des employeurs qui n'ont pas cette culture, il n'y a même pas de médecin de travail. Comment voulez-vous avancer? Ils n'y croient même pas à cette médecine de travail. L'étatique, le public, non. Quand on recrute un médecin, soit il y a un recrutement, quand on a un effectif à 1000 personnes, il faut 2 médecins de travail. Il y a aussi la convention de son choix, cadre type, je vais vous montrer là. Assurer un environnement sain et sécurisé du travailleur. Associer les représentants des travailleurs. Alors, il y a la CPSH, il y a le CP rare, les gens qui ont le comité de participation. Voilà. Et transmettre les rapports. Il y a le rapport type du journal officiel. À chaque fin d'année, il faut le médecin doit le remplir et l'adresser à la direction générale par le biais des ressources humaines et adresser une copie à l'inspection de travail. Rares sont les entreprises qui les adressent à l'inspection de travail. Voilà. Et je tiens à vous remercier. Voilà. Merci pour votre attention. Voilà. Le journal officiel, les rapports, c'est le médecin de travail qui le remplit. Voilà. J'ai essayé d'être bref. Maintenant, si vous avez des questions.